Je m'appelle Camille Renaud Delorme. J'ai 33 ans. Et au printemps dernier, j'étais assise seule dans un parking souterrain à Lyon, en train de lire 31 messages de personnes à qui je n'avais plus parlé depuis 9 ans. Mon père, mon frère, mes tantes, mes cousins, des gens qui, autrefois, s'étaient tous réunis autour de moi pour m'expliquer que le problème, c'était moi. Pas un seul message ne disait « Je suis désolé ». Tous disaient la même chose sous des formes différentes, on a besoin de toi. 9 ans plus tôt, j'avais quitté la maison de mon enfance à Saint-Flour, dans le Cantal, avec un sac de voyage, un plein d'essence et 320 € glissés dans une enveloppe blanche. C'était l'argent de mes anniversaires que ma grand-mère avait mis de côté en secret pendant des années sans rien dire à personne. Le matin de mon départ, elle me l'avait tendu en murmurant « Ne te retourne pas, ma chérie. Pas tout de suite. » Je suis partie pendant qu'elle restait debout sur le perron, en pantoufles, les bras serrés contre elle dans l'air glacé du matin. Mais avant de raconter ce qui s'est passé quand ils m'ont finalement retrouvée, il faut revenir à la soirée où tout a commencé. Réveillon de Noël 2016, Saint-Flour. La maison sentait les haricots verts réchauffés, le tabac froid et le gratin dauphinois. Le vieux four faisait un bruit métallique toutes les 10 minutes. Le fourgon de mon père était garé devant la maison avec un feu arrière cassé qu'il promettait de réparer depuis presque 2 ans. Mon frère Mathieu revenait de son 2e semestre à l'université de Clermont-Ferrand. C'était le premier de la famille à intégrer une vraie fac. Mes grands-parents, mes tantes, mes oncles et mes cousins occupaient chaque recoin du salon trop petit. J'avais 24 ans. Je travaillais à temps plein dans un cabinet de facturation médicale et je suivais des cours du soir à l'IFSI 2 fois par semaine. J'avais économisé près de 2 000 € pour financer mon entrée en école d'infirmière et les premiers frais de scolarité. Je n'en avais encore parlé à personne. Je voulais attendre que ce soit concret. Ce soir-là, mon père s'est planté dans l'encadrement de la cuisine avec une bière à la main et a annoncé que Mathieu avait terminé le semestre avec mention. Toute la pièce a explosé d'applaudissements. Ma tante Sylvie s'est mise à pleurer. Ma grand-mère, mamie Jeanne, applaudissait comme à la messe. Et le visage de mon père, un visage que je voyais rarement s'adoucir, s'est illuminé du sourire que j'avais espéré recevoir toute ma vie. J'ai souri moi aussi. Sincèrement. Mathieu travaillait dur. Il méritait cette reconnaissance. Mais ensuite, mon père a prononcé une phrase que je n'ai jamais oubliée. Au moins, un de mes enfants fait quelque chose de bien. Il ne m'a même pas regardé en disant ça. Il n'en avait pas besoin. Plus tard dans la soirée, après le repas, une fois toute la vaisselle terminée parce que c'était toujours moi qui faisais la vaisselle, je me suis assise à la table de la cuisine avec mamie Jeanne. Elle était la seule à rester avec moi pendant que je nettoyais. J'ai déposé mon dossier pour l'école d'infirmière, lui ai-je murmuré. Elle a posé sa main sur la mienne. Raconte-moi tout. Alors je lui ai parlé du concours, du calendrier, du manque d'argent que j'essayais encore de combler. Elle m'écoutait comme personne d'autre ne savait le faire, complètement immobile, complètement présente. Tu vas y arriver, m'a-t-elle dit. Je le sais comme je sais quand la pluie va tomber. 2 semaines après le Nouvel An, mon père a trouvé un relevé de mon compte épargne sur le comptoir de la cuisine. Je l'avais laissé là par erreur. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'économisais cet argent. Il m'a annoncé que mon cousin Julien avait eu des problèmes. Une histoire de voiture, de dettes, de fréquentation douteuse. Il disait que la famille devait se serrer les coudes. Il utilisait cette expression comme les gens utilisent un parapluie, seulement quand quelque chose leur tombe déjà dessus. Il m'a expliqué qu'il fallait 1 500 € pour régler la situation. J'ai dit non. L'atmosphère de la cuisine a changé immédiatement. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, a-t-il lancé. Je l'ai regardé de l'autre côté de cette même cuisine où je préparais le dîner 3 soirs par semaine depuis mes 14 ans. Cette cuisine où j'avais payé 2 fois la facture internet quand il n'avait plus assez d'argent. Cette cuisine d'où je partais chaque matin déposer mon frère au lycée quand le fourgon de mon père avait été saisi. Et j'ai répondu aussi calmement que possible, qu'est-ce que cette famille a fait pour moi exactement? Il m'a traité d'ingrate. Puis il a ajouté, tu es froide, exactement comme ta mère.
C'était la pire chose qu'il pouvait dire. Ma mère était partie quand j'avais 7 ans et nous n'avions plus jamais eu de nouvelles. Il savait où frapper. Et ça a fait mal. 1 heure plus tard, les appels ont commencé. Tante Sylvie. Ma cousine Élodie. Le mari d'une cousine que j'avais croisée 2 fois dans ma vie. Tous répétaient la même chose, la famille passe avant tout, j'étais égoïste, Julien avait besoin d'aide. Personne ne m'a demandé pourquoi j'économisais cet argent. Personne ne me l'avait jamais demandé. Cette nuit-là, j'ai préparé mon sac. J'ai glissé ma carte bancaire dans la poche intérieure de ma veste. Puis je suis allée dans la chambre de Mamie Jeanne pour lui annoncer que je partais. Elle n'a pas essayé de me retenir. Elle a ouvert le tiroir de sa table de nuit et en a sorti l'enveloppe blanche. Je gardais ça pour toi, a-t-elle dit. Pour exactement ce moment-là. 320 €. Des billets de 5 et 10 € économisés pendant des années. J'ai serré l'enveloppe contre ma poitrine avant de la serrer elle dans mes bras. Appelle-moi quand tu arriveras quelque part, m'a-t-elle soufflé. Quelque part avec une belle lumière. J'ai quitté Saint-Flour à 2 heures du matin sans savoir où aller. Je savais seulement que je devais partir loin. Je me suis arrêtée à Lyon parce que je n'avais plus assez de courage pour continuer à rouler. J'ai dormi 4 nuits dans ma voiture sur le parking d'un hypermarché. Je prenais mes douches dans une salle de sport low cost où j'avais payé un abonnement mensuel juste pour avoir accès aux vestiaires. J'envoyais des candidatures à tous les cabinets médicaux et centres de soins que je trouvais sur mon téléphone. Le 6e jour, un petit cabinet d'orthopédie m'a appelé pour un entretien. La responsable administrative s'appelait Nadia Ben Ali. Elle a regardé mon CV pendant 30 secondes, puis moi pendant 10 autres avant de demander « Vous avez fait la route depuis le Cantal toute seule ? Pourquoi ?» Je lui ai raconté une version courte. Elle m'a embauché le jour même. 11 € de l'heure, à temps partiel. 3 mois plus tard, j'étais à temps plein. Je ne vais pas prétendre que Lyon a été facile. J'ai vécu longtemps avec du riz, des pâtes et des légumes surgelés. Je partageais un appartement avec 2 colocataires trouvés sur Internet. L'une jouait de la guitare à minuit. L'autre était une femme extraordinaire qui est devenue ma meilleure amie. Elle s'appelait Inès et elle reste aujourd'hui encore la personne la plus importante de ma vie après Mamie Jeanne. Pendant ce temps-là, à Saint-Flour, d'après les petits morceaux d'informations que Mamie Jeanne me transmettait discrètement, mon père racontait à tout le monde que j'avais fait une dépression nerveuse, que je n'allais pas bien, que la famille était inquiète. Il utilisait même ce mot à l'église. Il ne peut pas te rendre petite à cette distance, m'a dit Mamie Jeanne un jour au téléphone, avec une colère polie dans la voix. Ne le laisse pas faire. Alors je ne l'ai pas laissé faire. Mais ça coûte quelque chose de savoir qu'on parle de vous sans pouvoir vous défendre. Il existe une douleur particulière à être jugé par des gens qui ont déjà décidé qui vous étiez. Alors j'ai décidé de devenir impossible à ignorer. 2 ans plus tard, j'étais entrée dans une école d'infirmière affiliée à un grand hôpital lyonnais. Je travaillais le matin et j'étudiais le soir. Inès me faisait réviser la pharmacologie à la table de la cuisine pendant qu'on mangeait des plats thaïlandais du petit restaurant au coin de la rue qui nous offrait toujours des nems en plus parce qu'Inès avait un jour aidé la patronne à gérer une crise d'angoisse sur le trottoir devant le restaurant. C'est ce genre de communauté qu'on construit quand la famille vous abandonne. Petite. Choisie. Féroce. J'ai obtenu mon diplôme d'infirmière en 2021. Nadia est venue à la remise des diplômes avec des fleurs. Inès avait fabriqué une pancarte tellement grande qu'elle ne passait même pas par la porte de l'amphithéâtre. Mamie Jeanne m'a appelé depuis son téléphone fixe dès que je suis descendue de scène. Je le savais, m'a-t-elle dit. Comme je sais quand la pluie arrive. 2 ans plus tard, je suis devenue infirmière coordinatrice dans une unité orthopédique d'un hôpital lyonnais. En 2025, j'ai obtenu un poste de direction opérationnelle clinique. J'étais la plus jeune du service et l'une des rares sans master à occuper cette fonction. Ça demandait 2 fois plus de preuves et 0 droit à l'erreur. Mais la pression ne me dérangeait pas. J'avais vécu sous pression toute ma vie. Au moins, maintenant, elle était accompagnée d'un vrai salaire.
J'ai acheté une petite maison à l'est de Lyon, une vieille bâtisse à rénover avec un parquet ancien et une terrasse baignée de lumière le matin. Exactement comme Mamie Jeanne me l'avait conseillé. Je n'ai parlé de rien de tout cela à ma famille. En mars 2026, j'étais assise dans un parking après une garde interminable quand mon téléphone s'est rempli de notifications. Mon père. Mathieu. Tante Sylvie. Élodie. Julien. Le même Julien. Et des numéros inconnus appartenant à des cousins que je ne voyais qu'aux enterrements. 31 messages. Aucun appel manqué parce que j'avais bloqué leur numéro des années plus tôt après leur tentative répétée de me faire culpabiliser pour rentrer. Ils avaient obtenu mon numéro grâce à une connaissance commune. Peu importe laquelle. Ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Je suis restée assise dans ma voiture et j'ai lu les messages un par un. Le premier de Mathieu était presque détendu. Salut l'étrangère. Ça fait longtemps. Rappelle-moi. Au 4e message, il me demandait de me porter garante pour un prêt afin de lancer son entreprise de paysagisme. Son dossier bancaire était, selon ses mots, encore en construction. Les messages de mon père étaient différents. Plus courts. Il souffrait d'un problème dégénératif au dos et devait subir une intervention coûteuse. Il avait besoin d'aide financière. Tante Sylvie, elle, avait écrit 3 longs paragraphes sur l'importance de la famille avant de me demander si je pouvais aider Julien avec ses problèmes judiciaires. Apparemment, se serrer les coudes était devenu un mode de vie. J'ai lu les 31 messages. Puis j'ai appelé Inès. Ils m'ont retrouvé, ai-je dit. Lequel t'a fait le plus mal, m'a-t-elle demandé. Aucun ne s'est excusé, ai-je répondu. C'est ça qui fait mal. Pas le fait qu'il demande. Le fait qu'il ne soit pas désolé. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que mon père ne pouvait absolument pas imaginer au moment où il envoyait ces messages, c'est que j'étais invitée 6 semaines plus tard comme intervenante principale à une conférence régionale sur la santé communautaire à Clermont-Ferrand. Le réseau hospitalier où je travaillais devait y présenter un projet. La conférence avait été relayée dans plusieurs médias régionaux. Ma photo, mon nom, mon poste figurait partout sur l'affiche. Mamie Jeanne avait vu l'annonce dans une petite revue locale et l'avait discrètement envoyée à ma cousine Élodie. Pas pour provoquer quoi que ce soit, je pense. Simplement parce qu'elle était fière de moi et qu'à 80 ans, elle ne supportait plus de cacher cette fierté après 9 années de silence. Élodie l'a montré à mon père. Voilà comment ils m'ont retrouvée. J'ai failli annuler ma participation après avoir reçu les messages. J'ai appelé l'organisatrice de la conférence et j'ai gardé les mots « je dois me retirer » coincés dans ma bouche pendant un long silence. Puis j'ai pensé à Mamie Jeanne debout sur son perron en pantoufles, à 2 heures du matin, regardant disparaître mes feux arrière dans la nuit. Je serai là, ai-je finalement répondu. La conférence avait lieu un jeudi soir de mai dans un hôtel de Clermont-Ferrand. 230 personnes, responsables hospitaliers, élus locaux, associations, administrateurs de santé. Je suis arrivée en avance et j'ai traversé seule la salle encore vide. Puis j'ai vu Mamie Jeanne assise près de l'estrade. Inès l'avait conduite depuis Saint-Flour sans me prévenir. J'ai pleuré 4 minutes dans les toilettes de l'hôtel avant de refaire complètement mon mascara. Mon père était installé 3 tables derrière elle. Mathieu à côté. Tante Sylvie au bout de la rangée. Ils avaient fait 2 heures de route. Cela me disait exactement ce qu'ils espéraient obtenir de cette soirée. Mon père portait sa belle chemise. Il paraissait plus vieux, plus petit aussi, d'une façon qui n'avait rien à voir avec sa taille réelle. Quand la modératrice m'a présenté en détaillant mon parcours, mes fonctions et la bourse d'études que j'avais créée pour les étudiants infirmiers originaires des zones rurales du Cantal, j'ai entendu la salle applaudir. Mais j'ai surtout entendu une voix précise derrière les applaudissements. Celle de Mamie Jeanne répétant « oui, oui, oui », comme une ponctuation. Je suis montée sur scène. J'ai parlé d'accès aux soins, de désertification médicale, de la difficulté à faire revenir des professionnels de santé dans les régions oubliées. J'étais professionnelle. Préparée. Précise. Puis, vers la fin, je me suis arrêtée quelques secondes.
J'ai grandi à environ 2 heures d'ici, ai-je dit. Certaines personnes dans cette salle connaissent ma famille. La salle est devenue silencieuse. Je suis partie à 24 ans avec un sac de voyage et 320 €. Ma grand-mère économisait cet argent en secret parce qu'elle savait avant moi que j'aurais un jour besoin de partir. Je ne suis pas partie parce que je détestais l'endroit d'où je venais. Je suis partie parce que rester était devenu trop coûteux pour mon avenir. Je n'ai pas regardé mon père. Je ne parlais pas pour lui. L'acte le plus radical de solidarité, ai-je continué, c'est parfois de protéger une seule personne assez longtemps pour lui permettre de devenir celle qu'elle était déjà destinée à être. Quelqu'un a fait ça pour moi. Elle s'appelle Jeanne Delorme et elle est assise juste là. Les 230 personnes se sont tournées vers Mamie Jeanne. Elle a couvert son visage avec ses 2 mains. Ses épaules tremblaient. Les applaudissements ont duré longtemps. Après la conférence, mon père m'a rejointe près de la sortie. Son expression était étrange, comme si plusieurs émotions se disputaient son visage sans qu'aucune ne gagne vraiment. « Tu as vraiment bien parlé » a-t-il dit. « Merci, papa. » Silence. Je ne savais pas, il s'est arrêté au milieu de sa phrase. « Je sais que tu ne savais pas » ai-je répondu. « Tu n'as jamais demandé. » Il a baissé les yeux. « Pour l'opération, j'ai reçu ton message » ai-je dit. « Je vais y réfléchir. » C'était honnête. Et c'était tout ce que je pouvais lui donner ce soir-là. Mathieu m'a regardé de l'autre côté de la salle. Il a hoché la tête une seule fois. Pas un merci. Plutôt une reconnaissance silencieuse. La première vraie depuis 9 ans. J'ai répondu du même geste. Ensuite, j'ai accompagné Mamie Jeanne jusqu'à la voiture d'Inès, sa main dans la mienne, ses perles reflétant les lumières du parking. « Comment tu te sens » m'a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi sérieusement. Comme si je portais quelque chose depuis 9 ans et que je venais enfin de le déposer devant des témoins. Elle a serré ma main 3 fois. C'était sa manière de dire « je t'aime » quand les mots devenaient trop lourds. Dans les semaines qui ont suivi, la vérité s'est répandue dans la ville exactement comme toutes les vérités dans les petites villes, lentement d'abord, puis d'un seul coup. Les gens qui avaient entendu mon père raconter pendant des années que j'étais instable savaient désormais ce que j'avais construit pendant qu'il parlait. Les voisins. Les amis de l'église. Ses propres frères. Il ne m'a plus jamais demandé de signer quoi que ce soit. Mathieu non plus. 1 mois plus tard, j'ai reçu une carte par courrier. L'écriture de mon père était hésitante, maladroite, comme celle de quelqu'un qui tente d'écrire dans une langue oubliée depuis longtemps. Je suis resté silencieux alors que j'aurais dû te défendre. C'est ma faute. Je n'attends rien de toi. J'avais juste besoin que tu saches que je le comprends maintenant. 8 phrases. Aucune excuse détournée. Aucune demande. C'était la première chose honnête qu'il m'offrait de toute ma vie adulte. J'ai rangé cette carte dans le même tiroir où je garde encore l'enveloppe blanche de Mamie Jeanne, toujours pliée, portant encore le fantôme des 320 € et d'un au revoir à 2 heures du matin. Je ne l'ai pas rappelé. Pas encore. Mais je n'ai pas jeté la carte non plus. Je m'appelle Camille Renaud Delorme. J'ai 33 ans. Je possède une petite maison avec une terrasse qui reçoit une magnifique lumière le matin. J'ai une meilleure amie qui a fabriqué une pancarte trop grande pour passer une porte. J'ai une carrière construite à partir d'un parking, d'un abonnement à une salle de sport et d'un salaire de 11 € de l'heure. Et j'ai Mamie Jeanne, qui savait les choses comme elle sait quand la pluie arrive. Alors voilà ce que j'aimerais que vous reteniez, si vous êtes resté jusqu'ici. Il existe une différence immense entre « aide-moi » et « je suis désolé ». L'un est une transaction. L'autre est un commencement. On ne peut pas sauter le second pour obtenir le premier et espérer que quelqu'un ouvre encore sa porte. Vous n'êtes pas égoïste parce que cette différence compte pour vous. Vous n'êtes pas ingrat parce que vous connaissez votre propre valeur. Et vous n'êtes pas froid parce que vous avez compris qu'un amour sans responsabilité n'est souvent qu'une obligation déguisée sous quelque chose de plus doux. La chose la plus courageuse que j'ai faite n'a pas été de partir à 24 ans.
La chose la plus courageuse a été de rester assez calme 9 ans plus tard pour les laisser venir jusqu'à moi et enfin comprendre clairement la différence entre ceux qui demandaient à être sauvés et la seule femme qui avait discrètement construit mon salut depuis le début. Alors je vais vous poser la même question que je me pose parfois tard le soir, assise sur cette terrasse baignée de lumière. Si quelqu'un qui vous a blessé vous appelait demain, après des années de silence, qu'auriez-vous besoin d'entendre avant de décrocher? Aide-moi, ou je suis désolé. Ces deux réponses disent tout sur la place réelle que vous occupez dans la vie de quelqu'un. Merci d'avoir écouté mon histoire.